Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet plutôt hype, un sujet tendance qu'on voit passer partout sur les réseaux sociaux. Quand on parle d'automatisation et d'intelligence artificielle, j'ai nommé les agents IA. Tous les experts de LinkedIn nous l'affirment, 2025 sera l'année des agents IA. Mais est-ce que vous savez vraiment ce qui se cache derrière ce terme? Est-ce vraiment la révolution de l'intelligence artificielle qui est sur le point de tout chambouler? Ou est-ce juste le nouveau buzzword à la mode pour être sûr de faire des clics? J'ai testé pour vous. Aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer concrètement ce qui se cache derrière le terme agent IA, puis qu'on passe sur une démonstration sur Make, parce que oui, contrairement à ce que tous ces fameux experts vous partagent, vous n'êtes pas obligé de passer sur N8N, et justement, ce sera aussi l'occasion de discuter de N8N vs Make, pourquoi d'un coup tout le monde veut quitter Make, et est-ce que c'est le moment pour vous de réellement changer d'outil? Commençons par le début, qu'est-ce qu'un agent IA? Un agent IA, c'est une intelligence artificielle qui va avoir la capacité d'évaluer selon un objectif précis quelle est la suite d'actions qu'elle va devoir effectuer pour atteindre justement cet objectif. Donc en gros, vous allez la paramétrer pour qu'elle soit capable de définir quelle est la démarche à suivre et elle aura accès à différentes solutions. En l'occurrence, si on est sur N8N ou sur Make, vous allez la connecter à soit différents scénarios, soit plus simplement différentes capacités. En l'occurrence, si on imagine un agent IA type assistant personnel, et bien en interagissant avec lui, vous allez à la fois pouvoir lui donner la capacité de planifier un rendez-vous dans votre agenda, d'ajouter une tâche dans votre to-do list, ou bien même d'envoyer par exemple un message sur Slack à une personne de votre équipe. Bref, en fait, ce qui change, c'est que vous allez avoir une seule interface avec laquelle vous allez interagir, et cette IA, qui est donc derrière l'interface, va être capable d'évaluer quelle action elle devra effectuer compte tenu de votre demande. C'est-à-dire qu'il y a une préanalyse de votre demande qui permet de définir justement la suite d'actions à réaliser. On pourrait imaginer également par exemple un agent SAV qui serait capable, si je recevais le mail Hello Claire, quel est le prix de ton bootcamp Make, et bien d'aller dans un premier temps par exemple rechercher l'information dans Notion, puis de rédiger le mail pour la personne et de me le mettre dans les brouillons de mes messages. Ça, c'est ce qu'on nous vend dans la théorie. Maintenant, où est-ce qu'on en est dans la pratique et comment mettre tout ça en place? Quand j'ai commencé à me documenter sur le sujet il y a quelques mois, personnellement, tout de suite, j'ai eu du mal à voir la plus-value par rapport au GPT qu'on avait depuis déjà plus d'1 an directement sur ChatGPT ou dans le Playground. Pour vous donner un peu de contexte, ces assistants, ce sont des assistants qu'on crée directement dans ChatGPT ou dans le Playground, auxquels on peut donner une expertise en rédigeant ses instructions, une base de connaissances sur laquelle il va pouvoir s'appuyer pour répondre à des questions, et on peut même aller jusqu'à le connecter à une API. Par exemple, je me suis amusée pour l'exercice à le connecter au catalogue Ikea en API, ce qui fait que j'ai un super chatbot. Et donc ce cas d'usage, il montre surtout que aujourd'hui, pour n'importe quel site e-commerce, il pourrait être intéressant d'avoir justement un agent IA qui réponde en live de manière pertinente aux requêtes des utilisateurs. Si on le connecte à la fois au catalogue produit ainsi qu'à toute l'historique, par exemple la FAQ du SAV, on peut se dire qu'aujourd'hui un agent IA pourrait totalement gérer 95% de toutes les demandes reçues sur un site e-commerce. Et j'ai la sensation que ce qu'on nous vend avec ces fameux agents IA, eh bien c'est pas mieux que ce qu'il y avait jusqu'ici avec les assistants ou les GPT. En me renseignant, j'ai également lu des articles très intéressants sur le site d'IBM, dans lesquels par exemple une data scientist disait « Je peine à voir comment cela diffère réellement de ce qu'on faisait avant ». Et en gros, ce qu'elle dit, c'est qu'on a plutôt renommé ce qu'on pouvait faire jusqu'ici en agent IA pour que ça parle aux gens, mais dans les faits, la différence reste tout de même assez fine. Pour autant, je ne me suis pas arrêtée là dans ma réflexion et j'ai voulu creuser et tester par moi-même, voir ce que vraiment ces agents valaient. Parce que forcément, à force de voir passer des vidéos YouTube et des posts LinkedIn à longueur de journée vantant les mérites des agents IA, je me dis bon, c'est que peut-être finalement qu'il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, dans ces posts LinkedIn, vous avez certainement également vu passer le terme MCP. Je trouve que c'est fou comment sur LinkedIn on a la capacité de se donner une certaine expertise en utilisant des mots sans prendre la peine de les vulgariser, alors que dans les faits, je suis convaincue que la moitié des personnes qui utilisent ces termes ne sont même pas capables de le définir. Donc je vous propose qu'on le définisse. Le modèle MCP, cela signifie modèle, contexte, protocole. Et globalement, à part si vous êtes développeur, vous ne devriez pas avoir besoin de savoir ce qu'est un MCP. Mais comme tout le monde l'utilise à tout va, écoutez, je prends quand même ce temps. Donc, le modèle, c'est simplement le cerveau, l'IA, qui va être utilisé
par l'agent pour analyser votre requête et donc définir la suite d'actions à réaliser pour atteindre l'objectif. Donc en général on utilise un LLM, que ce soit du GPT-4 ou du Claude, ça va dépendre juste de l'agent que vous allez utiliser. Dans les faits ça fonctionnera de la même façon. Ensuite il y a le contexte. Si on fait le parallèle avec les GPT ou les assistants, c'est tout simplement les instructions que vous allez donner et on regardera justement où on les place sur Make. Les instructions c'est la consigne que vous allez donner à votre agent. Exemple, si c'est votre assistant personnel, et bien vous allez lui dire à partir de l'analyse de ma demande, tu vas devoir définir la suite d'actions à réaliser. Tu peux soit planifier un rendez-vous, programmer un email, envoyer un message sur Slack, ajouter une tâche dans Notion, bref, tout ça, c'est ce que vous allez mettre dans la partie contexte. Et enfin, la partie protocole, c'est juste la façon dont vous allez connecter en fait cet agent aux différents outils tierces que vous utilisez. Si je fais un parallèle, si l'IA était un ordinateur physique, bah en fait le protocole MCP, ce serait comme les ports USB que vous avez tout autour de votre machine et qui permet de connecter votre appareil photo, votre micro, etc. Et bien là vous allez pouvoir connecter votre agenda, Notion, etc. C'est juste un protocole de connexion. Si vous voulez rentrer dans le détail et vraiment comprendre ce qu'est le MCP, mon ami Alexis Kovalenko a fait un super article que je vous mettrai dans la barre de description, dans lequel justement il explique, tout comme moi, que normalement vous n'avez pas besoin de rentrer dans le détail de ce sujet, mais il rentre lui quand même plus dans le détail de l'explication de ce que cela signifie. Maintenant qu'on comprend un petit peu mieux ce qu'est un agent IA et donc comment ça fonctionne, je vous propose qu'on passe à la démonstration. Et donc le use case que je vous propose de réaliser, eh bien c'est un use case qui va me permettre de créer un assistant qui va me permettre de répondre à mes mails, à mes leads entrants plus particulièrement. Pourquoi? Pour vous donner un peu de contexte, ça fait quelques semaines maintenant qu'on travaille sur 2 assistants GPT, un assistant qui est capable de répondre aux sollicitations entrantes de demandes de missions type prestation de service, donc des missions freelance, et d'autre part un GPT qui soit capable de répondre aux demandes de renseignements sur des formations. Donc c'est comme si dans une entreprise on avait plutôt d'une part une équipe spécialisée B2B et d'autre part une équipe B2C. Donc on a bien bossé sur ces 2 assistants et comment ces derniers sont contactés. Et bien en fait on a créé un formulaire Tally dans lequel on demande aux clients qui souhaitent obtenir une demande de renseignement de d'abord nous dire s'ils sont intéressés soit par de la formation soit par de la prestation de service, de répondre à quelques questions. On fournit les réponses à ces questions concernant justement leur intérêt, leurs envies, leur niveau actuel à un GPT spécialisé pour leur répondre, puisque nous on sait exactement ce qu'on recommande et à quel profil, et ensuite ça rédige un brouillon d'email à envoyer à cette personne que nous on relit pour le conseiller. On est dans une phase de test, c'est pour ça qu'on relit les réponses et qu'on améliore au fur et à mesure ce fameux GPT, mais l'objectif in fine c'est de ne plus relire les messages et de permettre en fait aux utilisateurs de ce formulaire d'avoir une réponse live et concrète suite à la soumission de leurs besoins. Pourquoi avoir dans ce cas précis créé 2 assistants GPT séparés? Eh bien tout simplement parce qu'on a tenté de faire un 2 en 1 et il s'est avéré qu'en voulant fusionner les 2 assistants, on obtenait des résultats catastrophiques. Tout simplement parce que l'approche est totalement différente. Dans l'approche B2C, c'est-à-dire catalogue de formation, eh bien on doit contraindre l'assistant à ne jamais inventer un accompagnement. Il doit juste être capable d'aller déterminer quelle formation répond le mieux aux besoins de la personne, alors que dans une approche prestation de service, on fait des prestations sur mesure. Donc forcément, on lui demande de potentiellement faire preuve de créativité dès la rédaction du premier mail suite à la soumission des besoins. Et donc forcément, quand on fusionnait les 2, ça a donné des cas un peu fun où le GPT B2C allait nous inventer une formation qu'on n'avait même pas dans le catalogue, il allait même lui inventer à prix, et même quand on réduisait en fait le niveau de créativité de ce GPT, malheureusement on arrivait dans des cas où pour répondre aux sollicitations plutôt B2B, eh bien il restait toujours très froid et avait une approche plutôt très large et souvent donc malheureusement peu adaptée à la demande du client. C'est pourquoi on a bien séparé les 2, comme ça on a pour le GPT B2B un niveau de créativité bien plus élevé puisque on peut faire vraiment du sur-mesure, et pour le GPT B2C sur la vente de formation pure, quelque chose de beaucoup plus cadré, beaucoup moins créatif. Son job c'est juste d'aller chercher la formation la plus adaptée. Très concrètement, on lui a donné un arbre de possibilités de quelle réponse il doit fournir dans quel cas. Et c'est comme ça qu'on arrive à le guider. Pourquoi et comment on en arrive à parler d'agent IA? Eh bien, j'aimerais pouvoir déployer cette solution, mais sur mes emails. Or, mes demandes par mail, elles sont beaucoup moins structurées que ce que je recevrais par un formulaire Tally. Et c'est logique en soi, puisque un formulaire Tally, la personne elle répond aux questions, et puis moi j'obtiens les réponses et je peux même mettre des questions obligatoires, alors que dans un email,
mail, c'est pas forcément le cas. Et par mail, c'est d'ailleurs parfois compliqué de déterminer dès le premier email si la personne va plutôt se situer côté B2B, prestation de service, ou plutôt côté B2C, côté formation. D'ailleurs, je dis B2C, B2B, mais en fait, ça m'arrive de vendre des formations à des entreprises et de faire de la prestation de service pour des indépendants qui sont tout seuls et qui pourraient plus se rapprocher d'une cible B2C. Donc c'est pour ça que, en fait, je me dis, ça pourrait être intéressant d'avoir un agent IA qui soit justement capable de définir dans quel cas il doit faire appel à tel GPT. Donc en gros, d'avoir cette surcouche d'agent IA me permettant de définir tout ça. Donc on va aller sur Make et je vous propose qu'on crée un agent IA sur ce sujet. Donc les agents IA sont actuellement en bêta test, mais personnellement sur les différents workspaces que j'ai, les différents espaces de travail, j'ai un accès à la bêta partout. Donc tant mieux, normalement si vous avez un compte Make, vous avez des chances d'avoir accès à la bêta. Et je vais encore retarder un petit peu la démo, mais en parallèle de la hype des agents IA, on trouve tout de suite la hype autour de N8N. N8N, qu'est-ce que c'est? C'est un outil d'automatisation de code, exactement comme Make ou Zapier. Pour moi, ces trois outils sont vraiment de la même catégorie, répondre à un même besoin, celui d'automatiser ses process. Néanmoins, pour moi, la réelle différence, c'est qu'ils ne s'adressent pas à la même cible. Et donc quand je vois tout le monde qui dit de manière très hâtive que ça y est, c'est le moment, c'est la fin de Make, il faut passer tous ces scénarios de Make à N8N, c'est une urgence vitale. Si tu ne le fais pas, c'est que tu es très très bête. Je ne suis pas payé, c'est pas un partenariat, j'en ai complètement rien à... Par contre, c'est très puissant, ça fonctionne, et il y a beaucoup trop d'avantages, c'est totalement irrationnel de rester sur Make. Quand j'entends ça, je trouve que c'est quand même une conclusion plutôt rapide. Donc N8N, c'est un super outil, je vais pas casser cet outil, c'est génial. Néanmoins, pour moi, c'est un outil qui demande bien plus de connaissances techniques en termes de développement purement informatique. Typiquement, N8N, il va jusqu'à te proposer de pouvoir installer ton propre serveur avec un N8N dessus, et donc forcément, eh bien, les coûts de N8N sont bien moindres. Tout le monde se dit que du coup, comme les coûts sont moindres, c'est forcément mieux. Écoutez, moi, je suis très partagée là-dessus. Pourquoi? Parce que si les coûts sont moindres, c'est aussi parce que tu n'as juste pas de support. À switcher d'un outil sur lequel vous avez vos habitudes, si vous utilisez Make depuis des années, à un outil que vous découvrez totalement et qui, en plus, propose un support moindre. À la limite, ce que je peux vous recommander, c'est, si vous souhaitez vraiment faire un switch, c'est de commencer par choisir la solution N8N SaaS et de pas tout de suite auto-héberger vos scénarios parce que, je pense que c'est pas forcément la chose la plus sûre. Si vous ne changez que justement pour découvrir les agents IA, sachez que justement maintenant c'est disponible sur Make. Donc globalement, moi j'ai tendance à toujours dire que c'est une erreur de succomber à la hype sans avoir une analyse un peu plus approfondie de ce que ce gros changement peut impacter sur votre travail. Petit laïus terminé, on va pouvoir passer à la démonstration. Donc voici notre scénario Make qui a deux branches qui se ressemblent beaucoup, mais je vais vous prouver qu'elles sont très différentes puisque dans un cas en fait on a un formulaire Tally avec des valeurs très différentes, le niveau, le besoin, le prénom, le mail, la newsletter, niveau Notion, niveau Tally, niveau Airtable, niveau Make, niveau Zapier, niveau ChatGPT. Bref, tout ça, ce sont des réponses aux questions qui lui ont été posées dans le formulaire Tally lorsqu'il a dit qu'il voulait apprendre et se former. Alors que si la personne a choisi prestation de service, eh bien, en fait, on lui demande quel est son type de projet, quel est l'objet de sa demande, son budget, l'entreprise, son poste, son prénom, son mail, newsletter. Donc, en réalité, il n'y a que 3 variables en commun, tout le reste est différent. Pour ça, je dis ces deux modules, ce sont les mêmes, mais ils sont très différents. Et là, de la même façon, on ne fait pas appel au même GPT. Là, ici, on fait appel à Claire No Code Lead Formation avec un prompt, du coup, le lead souhaite se former, alors que de l'autre côté, on fait appel à Claire No Code Lead B2B. Et donc là, en l'occurrence, le lead souhaite me déléguer la création de sa solution. Donc les deux prompts sont différents. Donc pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, je suis plutôt adepte du switch, mais là en réalité, j'aurais pas pu le faire puisque le switch nous limite à une valeur, en fait, une variable différente. Là, en l'occurrence, j'aurais pu faire quelque chose, mais j'aurais eu au moins 2 variables. D'une part, le numéro de l'assistance, son ID, et d'autre part, le message. Et donc je me suis dit, ok, c'est ok de dupliquer dans ce cas. Et plus globalement, je me suis dit, c'est ok parce que c'est pas trop compliqué à maintenir tant qu'il y a 2 voix. Derrière, on a un text parseur qui me permet de retirer toutes les sources que le GPT pourrait partager puisque sinon elles ne seront pas cliquables et accessibles pour l'utilisateur. Je transforme le contenu Markdown en HTML qui me permet ainsi de l'ajouter à mes brouillons de manière structurée puisque sinon, vous savez, quand tu ajoutes directement à tes brouillons le contenu d'un GPT, ça te met tout le texte à la suite alors qu'en partageant l'info au format HTML, tu as un rendu beaucoup plus propre. Donc,
Ça, c'est mon scénario quand on part de Tally. L'idée, ça va être de partir d'un mail. C'est-à-dire, on a reçu un mail et on va y répondre. Donc pour cela, je vais créer un agent IA qui viendra juste après la réception d'un mail et qui sera capable en autonomie de déterminer si la personne souhaite se former ou me déléguer la réalisation d'une mission. Et donc ici, en cliquant sur AI Agents, eh bien je peux créer un nouvel agent. Et donc ici, il me demande donc quelle est la connexion. Je pense que j'aurais pu... Voilà, je peux choisir plein de fournisseurs d'IA différents. Pour ma part, j'ai choisi OpenAI puisque j'avais déjà une connexion. Ici, je vais lui donner un nom. Donc, je vais l'appeler Test Make YouTube, juste pour l'exemple. Et je vais pouvoir lui donner son modèle. Allez, GPT-4, ça ira. Et enfin, je vais pouvoir lui donner une fonction, des instructions. Et donc là, je vais lui dire, tu es un assistant qui répond aux demandes de mes leads entrants. Le lead peut appartenir à 2 catégories différentes. 2 points. Lead intéressé par mes formations. Lead intéressé par une délégation d'une solution no-code IA. Et je vais save et vous allez voir, de toute façon on arrive ici, voilà. Ici c'est plus sympa parce que la fenêtre est plus grande. Et surtout, ici vous allez pouvoir ajouter donc des scénarios auxquels l'agent va pouvoir accéder. Donc chaque scénario va en fait correspondre ici à chaque action que pourra faire le lead. Donc là où sur N8N, si je reviens sur un N8N classique, donc là où sur N8N par exemple sur ce modèle d'agent qui est le modèle qui propose de base, et bien en fait tu vas lui donner l'action par exemple juste d'accéder à OpenAI, juste d'accéder à un Google Calendar, bah en fait tu vas tout de suite pouvoir lui donner accès à des scénarios complets. Moi j'ai tendance à préférer Make là-dessus pour la simple et bonne raison que ça limite le risque, parce que je trouve que ça permet de gagner en précision, dans le sens où là en fait imaginons qu'il a besoin dans un premier temps de faire appel à OpenAI, puis dans un second temps d'aller chercher dans sa mémoire, puis dans un troisième temps d'aller dans Google Calendar, bah en fait c'est à lui de déterminer dans quel ordre et comment, alors que là avec les consignes que je lui ai données, on va dire que je lui en demande moins et que normalement il devrait mieux s'en sortir, parce que c'est ce qu'on va voir, hein. Globalement on n'y est pas encore, il s'en sort pas hyper bien, mais c'est intéressant comme technologie néanmoins. Donc pour que ça fonctionne, vos scénarios doivent absolument être au format on demand or immediately, et vous devez leur donner une description. Donc description, par exemple moi celui-ci j'ai mis scénario à utiliser dans le cas où tu identifies que la demande est relative à des conseils sur les formations. Hop, et autre cas, je lui ai mis scénario à utiliser dans le cas où tu identifies que la demande est relative à une demande de prestation de service. Ok, donc là je peux enregistrer. Maintenant, du fait que je l'ai enregistré, je vais pouvoir aller créer un nouveau scénario dans lequel en fait, ici, je peux trouver mon AI agent. Vous voyez, il est ici, Run an Agent. Et en fait, ici, je vais pouvoir lui donner, donc je vais choisir, j'ai choisi ces Test Make YouTube. Et donc là, il me dit, voilà, tu as accès à ces 2 scénarios, mais je peux également, et ça je trouve ça plutôt bien fait, lui donner accès à d'autres scénarios par ici. C'est-à-dire que je suis pas obligée de retourner dans l'interface AI Agent. Et ici, je peux aussi lui donner un Thread ID. Autre chose qui est assez intéressante pour nous, c'est que ici on va pouvoir lui donner un message. Donc par exemple, si on avait en amont un module Gmail de type Watch Email, hop, je le mets avant, je relis, hop, et bien ici, donc je vais me mettre dans le dossier Nuclear GPT. J'ai créé un dossier exprès pour ça, comme ça on devrait pouvoir avoir des messages, voilà. All emails, ok, save, all. Ici, on va pouvoir lui mettre dans le message, voici la demande que j'ai reçue par mail. 2 points, hop, mail, save. Et j'avoue, là, j'aurais aimé, je ne sais pas trop comment le faire, mais j'aurais aimé en fait avoir comme la capacité de définir d'autres variables qui pourraient être réutilisées par la suite. Mais en fait, c'est tout l'inverse du concept des agents IA. L'IA se débrouille, donc c'est un peu presque moi mon problème. C'est que là, du coup, comme elle se débrouille, bah, elle fait pas les choses super bien. Donc on le choisit, hop. Alors avant de faire le test, quand même, je vous montre quelque chose. Pour que cela fonctionne, il faut que vous paramétriez les scénarios input. En gros, comme là, on fait pas passer de variables d'un scénario à un autre, en gros, comme là, le premier module, c'est un module qui nécessite tout de suite des variables, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, prénom, niveau, besoin, dans le scénario précédent, bah, j'avais ces variables-là. Et bien ici, en fait, je l'ai défini comme scénario input, hop, ici.
Donc j'ai mis prénom, niveau, besoin et j'ai fait pareil, exactement la même chose pour ce scénario avec prénom, type de projet, objet de la demande, budget que j'ai mis en non obligatoire parce que parfois, c'est rarement renseigné, entreprise, poste. Et donc en fait c'est à l'agent quand il run le scénario de définir les valeurs de ces différentes demandes. Et d'ailleurs j'en ai oublié un qui est quand même important, on va rajouter le mail parce que sinon on ne pourra pas envoyer de mail. Voilà, et le mail, yes. Donc tout est au format texte, mais j'aurais pu avoir besoin d'autres types de variables. Et donc là, ici, le mail, il est envoyé ici. Voilà. Donc ici, vous inquiétez pas, ça arrivera dans mes brouillons. Voilà, et on va faire pareil ici. On ajoute le mail au format texte, yes, save, et ici, add to check mail. Save. Donc vous voyez, vos scénarios input, ils ont une couleur bleu ciel, ça permet de bien différencier ces variables. Donc, on va pouvoir lancer ici notre scénario. Et donc, j'ai mis le scénario B2C puisque ici, notre agent devrait pouvoir déterminer que c'est une demande type B2C. Donc, on va voir si ça s'allume. Donc, c'est parti, je le lance. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il me dit « Il semble que Martine soit intéressée par des formations en IA », ce qui est vrai, puisqu'elle demande si tu continues à en donner. Et elle me dit « Je vais rédiger un brouillon de réponse pour sa demande. Pour cela, pourrais-tu me préciser quel pourrait être le niveau de connaissance de Martine et ses besoins spécifiques si tu en as une idée ?» Donc dans les instructions complémentaires, on va lui mettre « Tu dois toujours rédiger une réponse. » Même sans me solliciter pour des informations complémentaires. Entre parenthèses, je ne les ai pas. On recommence. Choose where to start. All. Ah, ça y est, il se lance. Vous voyez, il s'est lancé là. Donc là, il est en train de tourner. Ok. Et donc là, il m'a envoyé le brouillon. Et là, il me dit « J'ai rédigé un brouillon de réponse pour Martine concernant les questions sur les formations en IA. Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à me le faire savoir. » Et donc là, normalement, dans mes brouillons de mail, en effet, j'ai bien ce mail. Et donc ça colle, tout est bon. Alors, j'ai remarqué deux choses qui sont assez intéressantes. C'est qu'en fait, à chaque fois que vous éditez vos scénarios, donc typiquement, j'ai édité mon scénario formation B2C, il perd sa description. Ce que je trouve extrêmement relou. Deuxième chose, il reste assez aléatoire, c'est-à-dire que là par exemple, eh bien je vais beau avoir rajouté instruction additionnelle, tu dois toujours rédiger une réponse sans me solliciter pour des informations complémentaires, même quand je ne les ai pas. Là il me rédige une réponse mais il n'est pas allé chercher un des deux scénarios, donc il faudrait que je lui dise tu dois toujours rédiger une réponse en faisant appel à l'un des deux outils que tu possèdes. On va voir s'il comprend ça. Donc là, je refais tout, on va voir. Hop, hop. Et on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est plus pertinent qu'avant? Ok. Donc là, on est bon. Et là, il me dit réponse. Hello Martine, merci pour l'intérêt pour mon formation. Pour te former à l'utilisation des outils locaux intégrés dans le quotidien, je te recommande la formation IA ChatGPT. Yes, c'est pas mal. Donc, vous voyez, en fait, on arrive à coup d'itération à obtenir un résultat intéressant. Néanmoins, en fait, pour moi, ça n'a rien de nouveau. Parce qu'en fait, je vais vous montrer comment j'aurais pu faire ça différemment. En fait, pour moi, c'est quelque chose qu'on savait déjà faire avant, mais que juste personne faisait parce qu'il fallait savoir que c'était possible. Donc, je vais vous montrer comment j'aurais fait moi. En fait, avant l'apparition des agents, j'aurais fait comme ceci. Et vous allez voir que faire comme je vais vous montrer, ça laisse moins de place à l'incertitude également, ce qui est plutôt pratique. En fait, j'aurais demandé simplement à un assistant, donc simplement à ChatGPT, je vais lui envoyer un message. Je vais utiliser le module Transform Text to Structured Data et je vais lui demander en fait ici, avec du GPT-4 Pro, de récupérer à partir du contenu de l'email. Donc le contenu de l'email, il est là. Hop, et je vais dire analyse l'email pour définir le type de demande. Un lead intéressé par des formations ou par la délégation de la création d'une solution. Tu dois extraire les informations suivantes et on va mettre prénom, type de besoin, prénom, objet de la demande, niveau, allez hop, voilà, et donc là on va pouvoir mettre besoin et on va mettre formation, prestation, et ça ne va prendre que deux valeurs, voilà. Ensuite je vais mettre
prénom et objet de la demande. Voilà. Et donc là, on va refaire Run Once et vous allez voir qu'en fait avec ça, donc là ici, j'arrive à obtenir que le besoin c'est de la formation, son prénom c'est Martine et que son objet c'est formation en IA. Et donc en fait ce que je vais pouvoir faire derrière, que moi j'aurais fait de base, c'est qu'ici je vais récupérer tout ça et je vais le mettre là. Hop. Et en fait ici, du coup, apprendre c'est chaque besoin formation, voilà. Et donc ici, j'ai plus qu'à modifier ces infos ici. Et donc ici, le besoin, il vient du module précédent. Ouais, on a que prénom et besoin en fait. Email complet. Alors je vais juste récupérer parce que c'était mieux fait ce que j'avais fait dans mes scénarios à force de bosser ça. Hop, voilà, prénom. Et donc là, un peu la même chose finalement. Le lead souhaite déléguer la création d'une solution. Prénom, objet, voilà. Donc là en fait je peux faire un switch. Check, check. Et donc je dis que lorsque l'input check cases formation, l'output du coup ici c'est ça. Et puis sinon c'est l'autre assistant qui est beaucoup plus générique. Hop, check, check, save. Et donc en fait là je peux retirer tout ça, j'enlève ça. Et voilà, et là j'ai la même chose que ce que j'ai fait précédemment. Et donc là, faut juste que je mappe mon assistant avec l'output, save. Et puis on est reparti. Hop, choose where to start, all email, save, run once. Et donc là, donc il analyse, on a bien formation. Donc là, je viens juste de vous montrer qu'en fait, un agent IA tel que tout le monde le montre aujourd'hui, c'est pas une grosse révolution. Disons qu'on est proche de ce qu'on était capable de faire jusqu'ici avec de simples ChatGPT modules OpenAI chaînés les uns aux autres. Pour moi, la vraie révolution, elle réside plutôt dans le fait qu'on s'approche un petit peu plus de l'IA plus généraliste. On n'y est pas encore, attention, je dis pas ça. Je dis juste que c'est quand même un pas de plus vers ce type d'intelligence artificielle. Là, pour le coup, pour le besoin que je viens de vous montrer, en fait, quand t'as deux branches, c'est sûr que ça vaut pas forcément le coup d'avoir un agent qui fait ça, parce qu'en fait, deux branches, c'est quand même super simple à définir. Et je te montre en 2 secondes comment réussir à créer justement un prompt qui te permet de préanalyser la demande pour savoir quoi faire derrière. Mais imaginons qu'on souhaite créer un agent IA qui soit capable de soit envoyer un message sur Slack, soit de planifier un rendez-vous dans un agenda, soit d'envoyer un mail. Là, je peux comprendre l'intérêt, mais là où pour moi, et on n'y est pas encore, ce sera vraiment pertinent quand ce type d'agent sera capable d'enchaîner ce type d'action sans que tu aies besoin de lui notifier. Cependant, il faut pas oublier que c'est pas parce que c'est possible de le faire avec une intelligence artificielle que ça fait sens de le faire avec de l'intelligence artificielle. En fait, moi, quand j'ai le choix entre de l'algorithmie, donc de l'automatisation classique, ou de l'IA, je vais toujours choisir l'automatisation classique pour 2 raisons. La première, c'est la raison écologique, tout simplement, parce que utiliser comme ça de l'intelligence artificielle en très grande quantité, parce que, faut le dire, Sam Altman le dit lui-même, en fait, ces serveurs consomment énormément, et donc, si on continue comme ça, bientôt on pourra juste plus l'utiliser. Et d'autre part, si on peut le faire algorithmiquement, ça veut dire que ça fait appel à assez peu de créativité pour que ça ne fasse pas sens. Tout comme un stagiaire, parce qu'il est connecté à Slack, parce qu'il est connecté à Notion, vous pouvez lui donner une nouvelle tâche et il va se débrouiller par lui-même pour aller au bon endroit pour effectuer la bonne suite d'actions. Et bien l'agent IA, c'est un peu le stagiaire 2.0. S'il a accès à tout, normalement il devrait s'en sortir. Dans les faits, on n'y est pas encore. On est encore au balbutiement et donc je vous recommande d'y aller avec beaucoup de prudence parce que on n'est pas à l'abri qu'en fait l'IA prenne potentiellement une mauvaise décision et qu'en l'occurrence elle finisse par exemple envoyer un mail alors que ce ne serait pas pertinent. Encore pire, ça serait vraiment dommage qu'une IA envoie un mail à quelqu'un de totalement inconnu juste parce que dans son programme elle a pas trouvé l'email mais qu'elle a quand même préféré envoyer un mail. Là où le stagiaire va quand même se dire attends, je vais peut-être pas faire ça si je suis pas sûre de moi, l'IA je pense qu'elle va pas se gêner. Elle va y aller, elle va le faire et après elle te dira j'ai fait mon taf mais en fait est-ce qu'elle l'a vraiment fait? Elle est pas vraiment capable d'analyser la qualité de son travail. Donc je vous recommande vraiment d'y aller avec la plus grande prudence. Pour conclure, vous l'avez compris, je pense que les agents IA sont une super techno, mais qu'elle en est encore tellement à ses débuts que c'est pas forcément pertinent pour quelqu'un dans son quotidien de se pencher tout de suite sur ce sujet. Commencez par mettre des automatisations en place en fait. Déjà là, vous allez gagner énormément de temps. Maintenant, si vous avez déjà des automatisations en place et qu'en fait vous voulez aller un cran plus loin, peut-être que la première chose à explorer, c'est plutôt les assistants GPT. Avec un GPT, pour ma part, je l'avais connecté à des API, j'avais fait plein de choses qu'il était déjà possible de faire avant les agents IA. Et enfin, si vous avez également fait ça et que là vous voulez passer encore au niveau
supérieur, là vous pouvez commencer à vous intéresser aux agents IA, mais je doute fort qu'ils soient vraiment meilleurs de ce qu'on pouvait faire jusqu'ici. Donc les agents IA, je pense dans quelques mois, 6 mois, 1 an, oui, c'est possible que ce soit vraiment game changer, mais pas tout de suite, et ça ne nécessite pas que vous passiez sur N8N. On l'a vu, je vous l'ai montré dans cette vidéo, en fait ça existe sur Make. Oui c'est en bêta, oui c'est le tout début, mais normal en fait, on parle de ça depuis seulement quelques mois. Il fallait bien que Make prenne le temps de développer tout ça. J'avoue, N8N a été précurseur là-dessus, mais logique encore une fois, c'est un outil qui s'adresse plutôt à des développeurs, donc ils ont encore plus intérêt que Make à être hyper à jour sur tous ces sujets. Je trouve que les agents IA ont vraiment créé ce FOMO, il y a eu cet effet de on a trop peur de passer à côté. Alors qu'en réalité, je pense qu'il y a plein d'autres choses à faire avant de créer des agents IA si vous voulez juste gagner en productivité. Pour les utilisateurs de Make un peu geek, je vous invite quand même, bien sûr, à aller tester la bêta des agents IA, parce que quand même c'est assez intéressant de savoir qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et je suis curieuse d'avoir plus globalement votre avis sur les agents IA. Est-ce que pour vous c'est vraiment le nouveau truc révolutionnaire ou est-ce que c'est plutôt une hype passagère? Je vous laisse me le dire en commentaire. Comme chaque semaine, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dès lundi pour un nouvel épisode de podcast et dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo YouTube. Passez un très bon week-end. Bye! You have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're gonna be, who you're gonna be, who you're gonna be.